sommes en 1978. Le président Jimmy Carter, artisan des accords de Camp David, a le vent en poupe. Au Moyen-Orient, le conflit continue et les troupes israéliennes entrent au Liban. Les États-Unis font un nouveau bond en avant dans la conquête de l'espace avec leur navette spatiale. En Floride, le 15 février, un homme est appréhendé. Il finira par avouer 23 meurtres. Ses victimes sont pour la plupart jeunes et jolies et se ressemblent. Tout comme elle ressemble à une autre jeune fille qui un jour l'avait rejetée. La police est déjà pratiquement certaine qu'il en a tué au moins 15 autres. Le 15 janvier 1978, à Tallahassee, une étudiante est retrouvée violée, battue et étranglée dans le foyer de l'université. Son nom est Margaret Bowman. Dans une chambre toute proche se trouve Lisa Levy, mourante. Son corps porte de sauvages morsures. Deux autres jeunes filles du même foyer ont été attaquées mais sont encore en vie. Karen Chandler et Kathy Kleiner. 1h30 plus tard, Cheryl Thomas est brutalisée dans son lit par le même homme. 3 semaines après, à Lake City, une écolière de 12 ans disparaît. Le corps de Kimberly Leach est retrouvé 2 mois plus tard dans une rivière. La semaine suivante, un agent de police arrête une voiture déclarée volée. Le conducteur, emmené ici par la police, dit s'appeler Chris Hagen, mais refuse de donner plus d'informations. Puis il affirme être Kenneth Misner, de Tallahassee. Mais ce nom n'est qu'un de ceux figurant sur l'une des nombreuses cartes de crédit volées qu'il détient. La police de Floride met plusieurs jours à réaliser qu'elle vient de capturer l'homme que toute l'Amérique recherche, Theodore Bundy, dit Ted Bundy. Il était recherché depuis son évasion durant l'audience d'un procès à Aspen, Colorado, pour le meurtre d'une autre jeune fille. Désormais, la police de Floride tente d'établir un lien entre des meurtres récents et la disparition de plusieurs jeunes femmes de la région. Bundy nie fermement toutes les accusations, persuadé qu'aucune preuve n'existe pouvant l'associer au terrible meurtre du foyer d'étudiantes, ni même au suivant. Mais il perd son sang-froid lorsque la police insiste sur les morsures de Lisa Levy. Bundy oppose une résistance farouche, et il ne faudra pas moins de 6 hommes pour le maintenir dans sa cellule afin de pouvoir prendre l'empreinte de ses dents et ses photos. L'empreinte correspond bien aux morsures trouvées sur les fesses de Lisa Levy. À présent, il entreprend de charmer son entourage. Tous ceux qui ont rencontré Ted Bundy conviennent qu'il était intelligent, cultivé et de belle prestance. Et pour la plupart, ils ont peine à voir en lui un escroc et encore plus l'un des tueurs les plus sauvages que la terre ait porté. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'il est le psychopathe type, plein de rage et capable de tuer sans le moindre remords. Fait inhabituel chez le tueur en série, les femmes le trouvent fort attirant. Voilà pourquoi elles sont aussi nombreuses à se laisser séduire, ce qui leur sera fatal. Ted Bundy était un charmeur. Il pouvait tout obtenir de vous. Il était prévenant, plein de magnétisme. C'était une personne agréable, aimable, attirante. Enfant naturel, né à Philadelphie en 1946, le jeune Bundy est intelligent, mais solitaire. À l'université de Stanford, il se fiance avec une jeune fille brune, aux cheveux mi-longs séparés par une raie. Mais elles rompt leur fiançailles, le déclarant affectivement immature. D'après les psychiatres, cette rupture aurait eu l'effet d'un détonateur. En effet, la plupart des 40 femmes disparues après leur rencontre avec Bundy avaient les cheveux foncés, également séparés par une raie. Puis Bundy entre bénévolement dans la section locale du Parti républicain de Californie. Mais ses manœuvres douteuses lui attirent rapidement des ennuis. Lorsqu'il est démasqué, il déclare, impénitent et charmant comme à son habitude, « Il m'est difficile de croire que ce que j'ai fait vaille la peine d'être publié, et ma participation à la campagne était si insignifiante que je suis confus d'obtenir cette publicité, vraiment gêné. » À la fin des années 60, il s'installe à Seattle, obtient un diplôme de psychologie et entre à la faculté de droit. En 1974, des jeunes femmes commencent à disparaître.
Le 31 janvier, Linda Haley, 21 ans, étudiante à l'université de Washington, est portée disparue. Puis, Donna Mason, 19 ans, étudiante de l'Evergreen State College, ne rentre pas d'un concert de jazz. Suzanne Rancourt, une autre étudiante âgée de 18 ans, se rend au cinéma. On ne la reverra pas. Roberta Parks, 22 ans, disparaît un soir au cours d'une promenade. Un inconnu quitte ce bar de Seattle en compagnie de Brenda Ball. On ne la reverra plus vivante. Son corps ravagé est retrouvé quelques mois plus tard, non loin de là, sur une colline, ainsi que plusieurs autres corps en décomposition, dont celui de la première victime de Seattle, Linda Haley. Puis, George Ann Hawkins, 18 ans, rentre seule à pied au foyer de l'université de Washington. Elle n'y arrivera jamais. Il y a foule sur la plage de Lake Sammamish en ce 14 juillet 1974. Un homme portant le bras en écharpe, qui dit se prénommer Ted, demande à plusieurs jeunes femmes de l'aider à charger un bateau sur sa voiture. Deux d'entre elles refusent, mais Janice Ott, 23 ans, accepte de le suivre et disparaît. Peu après, Denise Nasloun disparaît elle aussi de la plage. Le 7 septembre, leurs deux corps en décomposition sont retrouvés ensemble près du lac, de même que celui d'une autre femme non identifiée. D'autres restes humains seront également découverts aux alentours. La police tient maintenant une piste sérieuse puisque plusieurs femmes se souviennent d'un homme au bras en écharpe. Un portrait robot qui se révélera particulièrement ressemblant est publié. Après sa publication, de nombreuses femmes se présentent pour témoigner. Elles ont toutes été abordées par un homme portant le bras en écharpe. Il y a pour cette affaire 3500 suspects dans le fichier informatique de l'État. Le 7e de la liste est Ted Bundy. Mais lorsque la police arrive à son nom, il est introuvable. Depuis août 1974, les disparitions ont cessé dans l'État de Washington. Bundy est maintenant à Salt Lake City et les femmes commencent à disparaître. Une lycéenne de 16 ans, Nanny Wilcox, est aperçue pour la dernière fois le 2 octobre, montant dans une Volkswagen. Son corps ne sera jamais retrouvé. Le 18 octobre, Melissa Smith est prise en stop. On la retrouvera étranglée. La veille de la Toussaint, Laura Amy disparaît, elle est tuée sauvagement. Mais Carole Daronche, une jeune fille de 19 ans, va se révéler une victime plus coriace. Un faux policier l'aborde sur un parking et la fait monter dans sa Volkswagen. Il lui passe les menottes, mais elle parvient à s'enfuir. Plus tard, on lui présentera une photo de Bundy, mais elle ne le reconnaîtra pas. Durant les 6 mois suivants, plusieurs autres femmes disparaissent dans la région de Salt Lake City. La dernière à disparaître, le 1er juillet 1975, est Nancy Baird, une pompiste de cette station-service du Colorado. Le 16 août, un sergent de police interpelle une Volkswagen suspecte qui aussitôt redémarre en trombe. Après une longue poursuite, il rattrape la voiture et en la fouillant, découvre des masques et des menottes. Le conducteur est arrêté, c'est Ted Bundy. Il est libéré sous caution et va jouer de son charme pour s'en sortir. Je compte terminer mes études de droit et devenir avocat, et un bon avocat. Et j'ai ici un excellent modèle. Aussi, je pense que les choses vont s'arranger. Les médecins légistes examinent la voiture de fond en comble et découvrent un cheveu qui pourrait avoir appartenu à Melissa Smith. En outre, des témoins affirment avoir vu Bundy sur les lieux mêmes de l'une des disparitions. Carole Daronche, qui avait réussi à s'enfuir de sa voiture malgré les menottes, finit par le reconnaître lors d'une séance d'identification. Bundy nie s'être rendu dans le Colorado, mais les relevés de ses cartes de crédit prouvent qu'il ment. Il est alors inculpé d'enlèvement et de tentative de meurtre. D'autres États commencent à s'intéresser à lui. Après une bataille juridique de 13 mois,
Il est reconnu coupable d'enlèvement aggravé. Il doit ensuite répondre d'autres charges. Je dois rester maître de moi-même, je dois rester calme, je dois conserver ma présence d'esprit parce que tant que je ferai cela, je pourrai m'en sortir. Et sa première tentative pour s'en sortir, c'est une évasion. Il demande à se rendre à la bibliothèque du tribunal et, libéré de ses chaînes, saute par cette fenêtre. Le shérif local était étonnamment décontracté. Quand a-t-il été vu pour la dernière fois? Vers 10h30 ce matin, quand il a sauté de la fenêtre. Est-ce qu'il y a eu prise d'otage ou vol de voiture? Non. Tandis que des hélicoptères le recherchent, Bundy passe 5 jours terré dans une cabane d'Aspen Mountain avant de refranchir les barrages de police pour voler une voiture. Il est repris non loin de l'endroit d'où il s'était évadé. Il décide alors de perdre du poids et, fin 1977, il est assez maigre pour tenter une autre évasion, cette fois par un trou découpé dans le plafond de sa cellule. De là, il reprend l'avion pour la Floride. Ses pulsions meurtrières deviennent insoutenables et peu de temps après les meurtres de Tallahassee et de Lake City, il est de nouveau arrêté au volant d'une voiture volée. Malgré les marques de dents révélatrices, les autorités craignent ne pas détenir suffisamment de preuves concrètes. Elles lui font une offre. S'il plaide coupable, elles ne demanderont pas la peine de mort. Méprisant, Bundy refuse. En outre, il se plaint durant l'audience que son équipe d'avocats le tient à l'écart de l'instruction. Mais le juge ne se laisse pas influencer. Ce tribunal affirme clairement et sans ambiguïté que vous avez le meilleur avocat qu'un prévenu de l'État de Floride ait jamais eu. Néanmoins, Bundy s'obstine à vouloir assurer lui-même sa défense. La Cour devra donc décider s'il est assez sain d'esprit pour le faire. Il est difficile de travailler avec cet homme. Il est presque fourbe dans la façon dont il va parfois à l'encontre de ses avocats. Et il arrive un moment où il devient impossible de travailler avec lui. Mais malgré tout, les médecins nous ont dit que cela ne constituait pas une raison d'incapacité juridique. En assurant sa défense, Bundy se heurte au juge qui préside le procès, Edward Coward. Monsieur Bundy, la Cour souhaite vous parler. Veuillez venir au banc des accusés. Je vais vous dire quelque chose, jeune homme, et je veux vous le dire clairement et sans ambiguïté pour que vous compreniez. Cette Cour ne permettra pas que vous n'en fassiez qu'à votre tête. Depuis que je suis ici, j'ai toujours eu le droit de... Ne me menacez pas du doigt comme ça, jeune homme. Ne me menacez pas du doigt. Bundy proteste, déclarant qu'il n'a pas eu accès à la bibliothèque pour préparer sa défense. Il poursuivra ses manœuvres dilatoires et le procès sera reporté en juin 1979 à Miami. Dès la première audience, Bundy fait preuve d'une grande habileté juridique en développant des arguments clés. Il obtient donc que son casier judiciaire et ses déclarations enregistrées soient déclarées irrecevables. Le policier qui avait procédé à son arrestation décrit comment Bundy s'est défendu et l'a désarmé. Il relate ensuite ce que Bundy lui a dit après avoir été maîtrisé. Pendant que je l'emmenais au poste de police, plusieurs fois il m'a dit qu'il aurait préféré que je le tue. Il m'a aussi demandé, si je suis envoyé en prison, vous me descendrez cette fois? Fort de son expérience acquise à la faculté de droit, Bundy se montre objectif et professionnel. Pouvez-vous décrire ce que vous avez vu lorsque vous avez soulevé le rideau, tous les détails dont vous vous souvenez? Et surtout, exprimez-vous librement. Il y avait énormément de sang autour de sa tête, dans ses cheveux, sur les murs. Il y avait un bas en nylon noué autour du cou. Et vous ne vous souvenez d'aucun autre détail que le sang. Est-ce bien votre témoignage? Oui, c'est tout ce dont je me souviens. Bundy prétend pouvoir donner une explication tout à fait innocente aux pièces à conviction présentées par l'accusation. Les masques trouvés dans sa voiture servaient pour le ski,
Les tuyaux métalliques n'étaient pas des armes, mais bien des pièces de la voiture. Et les bas nylons étaient destinés à être portés et non pas à étrangler. Le procureur affirme qu'au contraire, tout prouve que ces crimes ont été soigneusement préparés. Cet homme a prémédité ce meurtre. Il savait ce qu'il allait faire avant de le faire. Il pense être assez malin pour s'en tirer à bon compte. L'accusation produit un témoin clé. L'étudiante Nita Neary. Elle a vu un homme sortir du foyer d'étudiante cette nuit-là. Ce qui m'a le plus marqué, c'est son profil. Il avait un nez assez important, dont l'arête droite se terminait presque en pointe, des lèvres minces. Il était 3 heures du matin. Il portait un bonnet de laine de couleur sombre et tenait une matraque en bois. Dans un moment spectaculaire du procès, le procureur lui demande si elle peut reconnaître cet homme dans la salle du tribunal. Sa réponse est claire. Ce témoignage en lui-même est accablant, mais l'argument décisif est la féroce morsure sur Lisa Levy. L'accusé dans cette affaire, Theodore Bundy, est responsable des marques de morsure sur les fesses de Lisa Levy. Bundy affirme que ce n'était pas lui, mais l'empreinte de ses dents est accablante. Conscient que c'est un point faible, il va à la barre pour nier. Votre nom, s'il vous plaît? Theodore Robert Bundy. Lorsque vous avez été arrêté le 15 février 78, votre incisive supérieure droite était-elle ébréchée? Non. Il use de toute son ingéniosité pour atténuer l'importance de ses preuves. Ce qu'il faudrait plutôt établir, c'est si mes dents pouvaient laisser une telle marque, ou si elles l'ont réellement laissée. Consciente de l'importance de ce point, l'accusation produit un autre expert qui apporte un témoignage écrasant lorsqu'on lui demande de commenter les déclarations de Bundy. À mon avis, la seule dentition capable d'effectuer une morsure identique à celle de la photo est la numéro 2. Celle de M. Bundy? Oui. Si le procès dure 1 mois, le jury ne met que 7 heures à rendre son verdict sur une longue liste de chefs d'accusation le 23 juillet 1979. Le greffier d'audience reçoit le verdict. Cet impressionnant jeune homme si distingué peut-il être réellement un tueur sauvage doublé d'un maniaque sexuel? Madame le greffier, veuillez nous lire le verdict. Pour le cas numéro 78-670, la deuxième circonscription du comté de Floride, avec le jury de Miami-Daytona, Floride, en ce 24e jour de juillet 1979, a reconnu l'accusé Theodore Robert Bundy coupable du meurtre au premier degré de Lisa Levy. Le verdict est coupable. Et tout ce que Bundy peut faire maintenant, c'est tenter d'éviter la peine de mort. Avec son culot habituel, il déclare que s'il est condamné à mort, cela rabaisserait le tribunal au rang de meurtrier. Je ne demande pas la clémence. Je trouve d'ailleurs absurde de demander la clémence pour quelque chose que je n'ai pas fait. Tandis que la mère de Bundy écoute, le juge n'hésite pas à prononcer la peine de mort. Elle a été frappée plusieurs fois à la tête. Elle a une marque de strangulation autour du cou causée par un bas, provoquant la mort. Les coups portés étaient violents, ignobles et atroces. En conséquence, il a été décidé qu'à une date convenue, vous seriez mis à mort par un courant électrique suffisant pour provoquer votre mort et que ce courant électrique continuerait de passer dans votre corps jusqu'à ce que mort s'en suive. Toutefois, le juge lui fait d'extraordinaires éloges pour sa performance au tribunal. C'est une tragédie pour cette cour de voir un tel gâchis chez un être humain. Vous êtes un jeune homme intelligent. Vous auriez pu devenir avocat. J'aurais beaucoup aimé que vous pratiquiez devant moi. Mais vous avez choisi une autre voie. C'est donc un condamné à mort qui quitte le tribunal de Miami. Bundy est ensuite emmené à Orlando, cette fois pour le procès du meurtre de l'écolière Kimberly Leach. Durant ce procès, on assiste à cette scène extraordinaire durant laquelle Bundy convoque à la barre Carol Boone, sa petite amie,
et lui demande de l'épouser. Veux-tu m'épouser? Oui. Je t'épouse par le présent acte. Celle-ci accepte et ils auront une fille durant les années que durèrent les appels. Mais ces comportements extravagants ne peuvent modifier le verdict. Par conséquent, le jugement de cette cour est que vous, Theodore Robert Bundy, êtes reconnu coupable de meurtre au premier degré et que vous êtes condamné à mort pour le meurtre de Kimberly Diane Leach. Presque 9 ans de recours juridiques vont suivre. Un autre élément apparaît. Bundy affirme avoir été incité au meurtre par la pornographie. Les activistes anti-pornographie réagissent à cette révélation qui va dans leur sens. Le docteur Victor Klein, un psychiatre ayant effectué une étude sur la pornographie, résume leurs opinions. Ils adoptent un type de comportement, c'est une dépendance sexuelle, et ils la mettent en pratique. Et même des gens normaux peuvent être vulnérables à cela. Mais l'avocat John Weston a un avis plus sévère. C'est également un moyen pour Bundy de se disculper en disant essentiellement « c'est le diable qui me l'a fait faire ». Les autorités tentent d'évaluer le nombre réel de femmes tuées par Bundy. Je pense pour ma part qu'il en a tué bien plus de 100. Lorsque son dernier appel est rejeté, Bundy essaie de retarder son exécution en passant aux aveux. Sa mère est complètement anéantie. Nous ne voulons pas croire que ces choses ont eu lieu, mais il semblerait que certaines au moins se soient produites. À moins qu'il n'invente tout cela. Et pourquoi le ferait-il? Lorsque cette tactique échoue, il se fait implorant. Ce dont je parle va au-delà du châtiment. Ce châtiment que les gens veulent pour moi. Oui, c'est au-delà du châtiment et de la punition. Parce qu'il n'y a aucun moyen au monde qui pourrait rendre ces beaux enfants à leurs parents et soulager leur douleur. Mais enfin, 9 ans après son jugement, l'État de Floride prépare son exécution. La presse et des foules en colère se massent devant la prison. Le matin du 24 janvier 1989, à 7 h, Ted Bundy est finalement conduit à la chaise électrique. Theodore Bundy a été exécuté à 7h16 ce matin, sur la chaise électrique devant le gouverneur de l'État. Il a été exécuté pour le meurtre de Kimberly Leach, 12 ans, de Lake City, Floride. Comme vous le savez, il était également sous le fait d'une autre condamnation à mort. Un témoin officiel décrit ses derniers instants. Ted Bundy était très secoué lorsqu'on l'a emmené dans la pièce. Il a fallu l'aider. Mais une fois dans la chaise, lorsqu'ils ont placé les courroies autour de ses chevilles, de ses jambes et de sa taille, il a repris son sang-froid. S'il me fallait décrire son état d'esprit, c'était « Allons-y, faisons-le, terminons-en ». Peu après, le fourgon mortuaire emporte son corps devant la foule qui déborde de joie. Il restera dans les mémoires l'un des psychopathes les plus intelligents, avec un nombre impressionnant de victimes. Digne de rivaliser avec le personnage d'Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux. Durant ces derniers jours, il nous a laissé matière à méditer. Je suis le salaud le plus insensible que vous pourrez jamais rencontrer. Beaucoup de gens s'encombrent d'un mécanisme nommé culpabilité. Je ne me sens coupable de rien. J'ai de la peine pour les gens qui se sentent coupables. Je ne pouvais simplement pas me contenir. J'ai passé tout mon temps à essayer que ma vie paraisse normale. Elle n'était pas normale. Tout le temps, je sentais cette force grandir en moi. J'ai une maladie. Je ne peux pas rester ici. Et maintenant, je le sais.